Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, une journée porte ouverte à l'aéroport de Montjoly. À Montmagny, l'exposition Saint-Laurent poursuit son opération de nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent. En Chaudière-Appalaches, David le lunetier offre un service d'optométrie mobile. À Neuville, on forge pour une bonne cause. Le club Les Petits Pas de Grande-Rivière marche pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, la ressource d'aide aux personnes handicapées sollicite les entrepreneurs. À Baie-Saint-Paul, un jardin de communauté inspiré par l'œuvre des petites franciscaines de Marie au siècle dernier. À Bonaventure, au Bioparc, les loutres s'amusent dans leur nouvel habitat pendant que les fourmis attaquent cultivent des champignons. À Rivière-Baudette, on rencontre le rappeur Pusha Wood. Mais pour commencer, rendons-nous à l'aéroport de Montjoly, où se déroulait le 14 septembre dernier une journée porte ouverte, journée où Marc Després de la télévision de la Métis est allé faire un tour. Eh bien, on se trouve à l'aéroport de Montjoly. On est même sur le tarmac. C'est quand même pas toutes les fins de semaine qu'on peut faire ça ici. Et il y a beaucoup de monde. Quelle est la raison principale? Eh bien, depuis plusieurs années, on souhaitait faire une porte ouverte parce qu'on avait fait des changements au sein de l'aérogare. On voulait faire profiter à la population de l'ensemble des changements qui ont eu lieu, puis aussi faire en sorte que les gens se réapproprient l'aéroport régional parce que ça nous appartient tous collectivement au 4 MRC. Fait que c'est l'occasion aujourd'hui de leur faire connaître à la fois la réalité ou les nouveaux investissements qui ont été faits à l'aéroport, mais aussi les différents métiers puis les différentes opérations qui se font à l'aéroport régional. Et bon, on s'y attendait, mais vraiment, il y a beaucoup de monde. Bien, moi, l'aéroport, ça a un cachet particulier. Je ne sais pas, les gens aiment l'aéroport. J'entends parler un peu partout. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait autant de gens que ça. Beaucoup d'enfants aussi, je pense, de venir voir un avion qui est directement sur le tarmac, de venir voir les différents véhicules. C'est vrai que ce serait très populaire. Moi, il y a beaucoup de monde, oui, mais je ne suis pas surpris. Je sais que les gens ont un amour profond pour l'aéroport régional. Et du côté de Centraide, donc vous êtes associés, là, c'est une activité qui vous permet de recueillir quelques sous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on joint l'utile à l'agréable. On parle d'investissement économique, mais aussi d'investissement social. Et l'aéroport fait partie de cette dynamique-là, en même temps de contribuer à quelque chose de plus grand que eux. Donc oui, aujourd'hui, il y a des activités au profit de Centraide. Et on parlait des enfants, là, quelques instants, mais les grands-enfants aussi sont heureux aujourd'hui d'avoir accès à tout ça. Bien, les petits-enfants ramènent les grands-enfants avec eux, donc oui, tout le monde est heureux. Et à ce moment-là, donc pour vous, c'est aussi une activité pour parler de Centraide? Oui, c'est une activité pour parler de Centraide, surtout pour rappeler qu'on est quand même dans un contexte assez difficile en ce moment. On parle d'inflation, on parle de crise du logement, d'itinérance et de situations qui obligent les personnes vulnérables à davantage demander de l'aide et les besoins augmentent vraiment de façon importante. Donc c'est pour ça qu'on s'associe à différents partenaires du milieu pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la communauté. Et toutes les entreprises devraient faire pareil parce qu'on a tous une responsabilité sociale à mettre en pratique pour pouvoir aider les autres. Donc, est-ce que la campagne est déjà débutée ou elle s'en vient? La campagne débute jeudi officiellement, mais la journée d'aujourd'hui montre qu'on est en campagne toute l'année et on est en activité de financement très régulièrement. Donc, on invite les gens à être généreux. Très, très généreux. On va quand même chercher à peu près 1 million par année, je crois, là, mais on aurait besoin de plus même. Bien, l'année dernière, on a investi 1,111 000 à peu près, mais les besoins sont vraiment exponentiels. On parle de plus de 3 millions de demandes rien que pour l'année dernière. Donc oui, les besoins sont extrêmement importants.
Et en tant que directrice, donc de voir cette belle activité aujourd'hui, bien, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'un peu de chapeauter tout ça? Bien, on a lancé l'idée là, lors de nos conseils d'administration, là, puis ça a vraiment créé beaucoup d'engouement. Moi, je le souhaitais parce que je savais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés. On le voit, on a souvent des avions qui arrivent, qui repartent. Il y a des gens qui viennent s'installer au bout de la piste pour regarder ça. C'est une belle opportunité pour les gens de voir le côté qui n'ont pas accès. Ça leur appartient quand même en partie. Ça appartient aux 4 MRC là, de notre région. Donc, c'est une opportunité aussi pour voir les gens puissent constater qu'il n'y a pas juste le métier de pilote. Il y a d'autres choses alentour de l'aviation. Ça peut donner la piqûre à des gens, ça peut les intéresser. Ils vont apprendre à connaître c'est quoi que ça prend pour devenir opérateur, contrôleur aérien, stationner des avions, accueillir des passagers. Donc, si ça peut créer cet engouement-là puis augmenter là, les opportunités, bien, ça va être le fun. Comme dans bien des secteurs, je pense qu'il y a un manque de personnel qui existe, donc on en profite aujourd'hui pour conscientiser les gens. Exactement, exactement. Puis si on est capable d'avoir des emplois de qualité qui sont pour les gens de la région, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, comment se déroule l'année 2024 pour l'aéroport? Bien, ça va très bien jusqu'à maintenant. On a notre comité de transport qui va vraiment bien. Là, on avance lentement, mais sûrement. On veut des projets solides. Donc, on prend le temps de le faire comme il faut. Puis, il y a beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. Les gens ont beaucoup participé. Là. Les employés sont à peu près tous présents aujourd'hui pour accueillir les citoyens de la région. Est-ce que tranquillement, on atteint un peu les très bons chiffres qu'on avait atteints avant la pandémie? Bien, on le souhaite, on le souhaite. C'est sûr que là, cette année, on a quand même des vols régionaux qui sont là. C'est sûr qu'on ne va pas à Montréal, ça, c'est assez majeur. Mais on a toujours des vols qui vont vers le Nouveau-Brunswick puis Fermont. On a toujours les minières qui sont ici, qui nous apportent beaucoup. C'est des emplois de qualité qui sont offerts aux gens de la région. Ça leur permet de rester en région, d'habiter ici, de ne pas avoir à faire la route jusqu'à Montréal ou Québec pour prendre l'avion. Donc, on est extrêmement reconnaissant pour ça. D'ailleurs, la Mine Raglan ont eu la gratitude de venir avec leur 737, de laisser les gens monter à bord. Puis c'était de très, très bons collaborateurs. Là, on est très heureux de leur présence. Parce que ça aussi, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Là. Non, effectivement. Non. Surtout ce type d'appareil-là, qu'il y a des passagers également du cargo. Là, donc, ça permet aux petits-enfants aussi de pouvoir aller voir le cockpit puis échanger avec les équipages. Et on l'a abordé un peu, voyage vers Montréal, voyage vers le sud. Donc, est-ce que... oui, oui, ça, je me l'ai beaucoup demandé tantôt. Il y avait un groupe qui m'attendait pour me le demander. On travaille très fort pour qu'ils puissent revenir pour la saison 25-26. Ils doivent aussi se réorganiser de leur côté. Là. Il y a eu quand même des changements là, avec la compagnie qui venait ici précédemment. Là. Donc, on espère qu'ils vont revenir. Puis, bien, le projet pour Montréal... Puis Mont-Joli, ça, c'est toujours en cours là, avec notre comité de travail. Donc, on espère avoir des bonnes nouvelles à annoncer éventuellement. Oui, puis on a beaucoup de collaboration là, du ministère du Transport. Là. On est quand même assez privilégiés. On a des excellentes communications avec eux présentement. Et bien entendu, vous êtes le président de la régie, mais vous êtes en même temps le préfet. Donc, d'avoir une telle infrastructure ici, dans la Métis, ça aussi, c'est important. C'est extrêmement important. Je pense que ça a un impact économique majeur. Pour nous, pour le 4 MRC aux alentours, des fois, on n'est pas conscient de ce que ça peut avoir comme impact. Par exemple, la perte des vols vers Montréal. Plusieurs projets, des fois, d'entreprises qui peuvent tomber à l'eau parce que les gens ne veulent tout simplement pas venir en voiture, voudraient le faire en avion. Donc, Lucar aussi est avec nous dans différents projets parce qu'eux veulent le retour des vols. Les deux cégeps aussi du coin, le CI3S. Donc, on voit que ça a un impact sur la population grand complet, sur les institutions. Mais pour la MRC, c'est sûr que ça nous... disons, c'est quelque chose qui est particulier, qui est singulier, qu'on ait un aéroport de ce type-là. Puis aujourd'hui, je pense que c'est important que les gens, et de la Métis et d'ailleurs, viennent le visiter. Je pense que c'est un franc succès, on le voit bien. Donc, de voir le stationnement plein tantôt, j'étais hyper réjoui, là, puis j'ai hâte de voir les chiffres, mais je suis convaincu que... J'ai l'impression qu'on va devoir répéter ça dans l'avenir parce que visiblement, c'est un franc succès. Donc, on peut parler peut-être d'un événement récurrent. Qui sait? Regarde, je pense que ça peut nous donner le goût là, de répéter l'expérience, assurément, puis voir faire grossir l'événement. Et comme vous l'indiquiez la semaine dernière en entrevue pour inviter les gens ici, donc peut-être même ramener éventuellement un jour un spectacle aérien ou quelque chose du genre. C'est sûr qu'on le souhaiterait, mais ça ne sera pas l'aéroport qui va faire ça tout seul. Je pense qu'à l'époque, il y avait un grand comité bénévole qui contribuait à ça. Oui, il faut avoir une réflexion éventuellement là-dessus. Pour l'instant, je dirais, on a d'autres chats à fouetter. Là. On va s'assurer d'avoir des vols sur Montréal, d'avoir des vols sur le Sud. On a, je dirais, des opérations plus concrètes là, qui correspondent au mandat de l'aéroport à remettre en ordre. Quand ça sera fait, pourquoi pas rêver, mais je suis convaincu qu'éventuellement, ça va revenir. Peut-être pas à très
très court terme. Mais à moyen terme, oui, je pense que oui. Ben, à tous ceux et celles qui ont eu cette belleté et qui y ont travaillé, bon, on les en remercie. Et pour les gens, bon, on invite les gens aussi à être généreux envers Centraide. Oui, tout à fait. On visite l'aéroport, mais aussi on contribue socialement dans notre communauté. Quoi demander de plus? Bien, merci à vous trois. Merci. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Jean Carbonneau de CEMA TV est allé à la rencontre des membres de l'Expédition Saint-Laurent qui étaient de passage à Montmagny dans le cadre de leur tournée provinciale de nettoyage des berges de notre fleuve Saint-Laurent. Après Montréal, Matane et Rimouski, l'Expédition Saint-Laurent procède à une opération de nettoyage des berges du Saint-Laurent ce mardi après-midi 13 août à Montmagny. En quelques jours, l'aventure a déjà permis de récupérer des centaines de kilos de déchets. Le chef de l'Expédition Saint-Laurent, Jimmy Vigneux, nous explique l'origine du projet. L'Expédition Saint-Laurent, c'est un projet qu'on a lancé, la mission Milton et Stratégie Saint-Laurent, et c'est un autobus qui part avec 18 personnes et qui fait le tour du Saint-Laurent. On a des plongeurs, des scientifiques, des jeunes, une équipe de restauration écologique. Et l'objectif, c'est de mobiliser des citoyens à venir faire des nettoyages de berges, mais aussi à prendre conscience de la pollution qui se retrouve sur nos berges, afin de réfléchir aussi à notre consommation, notre propre consommation de plastique. 18 personnes forment cette équipe qui est partie le 9 août de Montréal en autobus et qui terminera son périple le 23 août prochain. Ses membres proviennent de tous les milieux, comprenant entre autres des plongeurs pour faire du nettoyage sous-marin et une équipe jeunesse de 4 jeunes dans le but de les sensibiliser et de les inspirer en leur donnant des conseils en matière d'environnement. Tous les déchets amassés seront triés et analysés dans un but de recherche. Montmagny fait partie de l'itinéraire du groupe. Gabrielle Brisebois, conseillère municipale au district numéro 6, nous parle de l'implication de la ville de Montmagny dans le projet local et du lieu de nettoyage. La ville s'est engagée dans le projet Saint-Laurent. Donc, il y a une résolution qui a été passée par le conseil municipal au début de l'été. Le but, c'est vraiment de s'engager significativement à la diminution des déchets dans le Saint-Laurent. On est installé sur le bord de la marina. On part de la descente de bateau, puis on va jusque sur la pointe vis-à-vis le camping. Puis il y a même des plongeurs en ce moment qui sont en train de faire là, sous la marina, sous les bateaux. L'expédition se dirigera après Montmagny, du côté de Québec, les Escoumins, Sorel, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et terminera à l'île d'Anticosti. Un très beau projet qui s'arrête heureusement à Montmagny. Ici Jean Carbonneau, CEMA TV, Montmagny. C'est pour répondre aux besoins spécifiques de certaines clientèles que David le Lunetier a mis sur pied un service d'optique mobile pour les municipalités de la MRC des Appalaches. Un reportage de Grâce Houlé de TVCRA. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Lors du lancement de l'entreprise David le Lunetier, TVCRA était sur place et il vous a concocté le reportage en question. Alors bonjour David, on est bien heureux aujourd'hui d'avoir participé au lancement de ton entreprise. Félicitations à toi, c'est vraiment une très belle réussite. Et la question que moi j'aimerais te poser, c'est de savoir, tu nous as parlé de ton parcours, le retour au cégep et tout. Mais moi je voulais bien savoir, mais d'où est-ce qu'est venue cette idée de faire une optométrie qui soit mobile? Bien, en fait, mon service d'optique mobile vient du besoin dans lequel j'ai été témoin pendant, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l'optique. Donc, j'ai ajusté des centenaires, j'ai ajusté des gens avec des handicaps physiques lourds, avec des déficiences intellectuelles lourdes, des gens qui étaient vraiment avec un besoin particulier, mais dans un cadre où j'avais pas les outils, puis j'avais pas l'environnement pour bien les servir. De se ramener au niveau de la personne qui a besoin du soin, qu'elle soit âgée ou jeune ou handicapée ou un déficit, ou même quelqu'un qui est en pleine santé mais qui est très, très, très pressé, puis tout ça, bien, il faut savoir s'adapter à la personne pour bien la soigner. Donc, que ce soit un ajustement de plaquettes ou simplement un conseil ou un bon nettoyage de lunettes, c'est en voyant tous ces besoins-là de me dire, mais pourquoi les faire déplacer, faire 40 minutes de route pour une vis
moi, je vais y aller, puis je vais la faire la visite. En plus, je vais pouvoir prendre les nouvelles de cette personne-là puis prendre le temps que moi, je veux prendre pour ça. Donc, le monde de la lunetterie, c'est quand même un commerce de détail. Donc, c'est moins axé sur la prise de temps et l'empathie. Il y a énormément d'opticiens et d'opticiennes compétentes partout au Québec, mais moi, j'avais besoin de le personnaliser à ma manière. Donc, on va dire que c'est un peu une entreprise qui se base sur le rapport humain. Déjà, de pouvoir répondre aux besoins de tout type de personnes. Mais moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est quel est le plus, quelle est la différence? En dehors du fait que vous allez vous déplacer pour aller vers les personnes, c'est quoi le plus? Est-ce que c'est juste des services de base que dans n'importe quelle optométrie? Mais quel sera le plus? Quelle sera votre différence à vous? Moi, j'ai la fierté de dire que je suis allé chercher des toutes petites niches. Plusieurs petites niches, les rassembler dans mes valises d'opticien mobile, puis de pouvoir le présenter. Tout à l'heure, je faisais la présentation. J'ai une loupe qui est conçue pour les gens qui font du tricot, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, mais pour vraiment faire du travail de précision avec les deux mains libres. Donc, un gars ou une fille qui va à la pêche puis qui fabrique ses mouches pour aller à la pêche puis qui a besoin de ses deux mains, en plus d'une loupe, bien moi, je l'ai. Une lampe qui va être conçue pour faciliter les gens qui ont des difficultés avec la basse vision. Les gens qui vivent avec des maladies de la rétine, donc qui ne perçoivent pas les couleurs de la même façon. Si on leur trouve la bonne teinte, on peut les aider. Donc moi, c'est d'avoir la trousse outils la plus grande possible pour chaque petit besoin individuel. Fait que c'est ça qui va différencier ça. Puis je vais toujours être là. En tout cas, on vous dit bravo. Et pour terminer, vous avez parlé tantôt d'une tournée. Ça, c'est un projet d'envergure. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques petits mots là-dessus? En fait, mon objectif, c'est de, comme je vais desservir la MRC des Appalaches, mon objectif, c'est d'aller dans les 19 municipalités de la MRC. En plus de ça, je rajoute Vimy Ridge, donc qui est fusionné avec Coleraine. Donc, je vais faire 20 endroits en dedans de 2 semaines environ. Donc, CHSLD, station d'essence, le perron de Miguel-Lafontaine, la microbrasserie à Saint-Jacques-de-Leeds. Donc là, je suis à établir tout ça, mettre ça en place, mais pour aller vers les gens. Parce que les gens ont des besoins, mais on s'oublie rapidement. Même toi, tu le sais, tu dis, bon, des fois, j'ai besoin de lunettes, mais on y pense pas, on prend ça pour acquis. Moi, je vais être là pour rappeler aux gens que si on règle ce problème-là, bien, ça va être un souci de moins. Puis on s'entend que s'il n'y en a pas de souci, on va mieux. Bien, c'est ça. Moi, je veux soulager les gens. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. On va te suivre de près. Et puis, à toute la chaudière Appalaches, apprêtez-vous. David, le lunetier, s'en vient avec sa tournée. Merci encore. L'édition Forgé pour une bonne cause était de retour pour une 4e édition à Neuville et Arthur Bordelot de CJSR y était. Durant la fin de semaine du 30 août au 1er septembre, une vingtaine de forgerons se sont rassemblés à l'Espace Hors Nature ici à Neuville pour la 4e édition de Forgé pour la cause. J'ai eu l'idée de démarrer l'événement Forgé pour la cause. En 2017, j'ai fait un premier événement dans le but principalement de rassembler les forgerons du Québec dans un événement pour que le monde fasse connaissance ensemble. L'idée de base, c'était ça. Promouvoir la forge, mais aussi forger pour une cause. Forger pour ramasser de l'argent pour un organisme à but non lucratif, un petit organisme pour ramasser de l'argent pour eux autres, comme une levée de fonds. Fait qu'on a créé un événement intéressant, rassembleur, dans le but de faire connaître la forge au Québec. La forge au Québec, c'était, j'ai entendu un moment donné à la radio par un animateur qui catégorisait la forge parmi les métiers disparus. Fait que moi, je voulais prouver au monde que la forge, c'est pas un métier disparu. C'est un métier en pleine effervescence. C'est un métier marginal, mais c'est un métier qui est là, qui est présent, qui est très, très physique, très manuel, très artistique. Fait que moi, ben, je voulais mettre les forgerons sur la map. Pour cette 4e édition de l'événement, M. Chénard a choisi de supporter l'organisme à but non lucratif Espace Hors Nature. C'est une résidence d'artistes qui accueille des artistes qui ont besoin d'avoir un lieu pour créer.
Les gens viennent passer un séjour ici, puis ils viennent créer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis en échange, ils vont aider à l'entretien du bâtiment. Puis moi, je les ai connus, ça fait 2 ans que je les connais. Et puis je trouvais que leur organisme, la cause qu'ils exploitaient, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis en plus, ils entretiennent un vieux bâtiment qui date de 1750 quelque. C'est très patrimonial. Je trouvais que le lieu fitait super bien avec la forge. C'est pour ça qu'on a fait ça ici en fin de semaine. J'ai rassemblé pour la fin de semaine environ une vingtaine de forgerons. Et puis qu'on a travaillé pour forger une œuvre collective qui va être assemblée, là, ça va être final cet après-midi. L'œuvre, elle va rester sur place. Ça se trouve à être un arche pour une entrée de jardin avec une girouette thématique au-dessus. Les thèmes, c'est selon les activités qui sont pratiquées ici à Espace Hors Nature. On a eu un encan crié d'œuvres qui ont été forgées par des forgerons. Des forgerons qui ont été présents ici aujourd'hui, mais d'autres forgerons qui ne pouvaient pas être ici présents aujourd'hui, qui ont fourni des pièces. On a eu un total de vente de 1 500 $. Je suis très satisfait. L'an prochain, je vise probablement à refaire l'événement. Ça va être à préciser, là, à déterminer où, pour qui, comment qu'on va le faire. Dans le fond, on fait ça pour des petites causes. Des petites causes pour qui ramasser 2 000, 3 000 $ pour une fin de semaine va faire une grosse différence. Fait que si vous avez une cause en particulier à aider, vous pouvez me contacter. Le Club de marche de Grande-Rivière a organisé le 7 septembre dernier une marche au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Jean-Denis Laperrière de TVRP. Le 7 septembre dernier, au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière, le Club de marche Les Petits Pas de Grande-Rivière a organisé, pour la 5e année consécutive, une marche afin de recueillir des dons pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le club a surpassé le montant recueilli l'an dernier, atteignant un total de plus de 8 300 $. Nous discutons de cette activité avec Jeanne Dubé, Marie-Josée Cyr, Nicole Mercier, Daniel Bisson et Nancy Adams. On en est à la 5e année que vous faites la marche pour l'Association du cancer du Québec. Pourquoi avoir choisi cet organisme-là plutôt qu'un autre? On a choisi l'ASIC, l'Association du cancer de l'Est du Québec, parce que dans nos familles, toutes et chacune, on a quelqu'un qui a été touché par le cancer. On a perdu des gens dans nos familles, dans nos amis. Puis, on s'est dit que c'était vraiment un bel organisme là, pour aider les gens qui sont actuellement pris avec ce fléau-là, pour leur permettre là, de se sentir mieux, autant physiquement que psychologiquement, grâce à la SIEC, avec toutes les activités qu'ils font. Et c'est une marche que vous organisez. Pourquoi cette activité-là plutôt qu'une autre? Bien, une marche, c'est ça, c'est comme Daniel disait, c'est Daniel qui ont commencé le club de marche par la marche. Puis la marche, bien, c'est accessible à tous. On n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de rien, c'est rassembleur. Les familles viennent, les jeunes enfants intergénérationnels. Fait que, bien, c'est le fun, fait que c'est rassembleur, puis tout le monde peut marcher. Ce qui est le fun ici, c'est que la marche, bien, on a un endroit où marcher. Oui. À l'aréna, ici, il y a une piste. Puis c'est pas dur sur les gens, puis c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment... fait que la piste, c'est vraiment, je veux dire, pour les gens, c'est un atout. Parce qu'il y en a qui viennent marcher même à tous les jours à la piste, là. Tu sais, t'as pas de trafic, t'as pas rien, là. Fait que c'est le fun. Quoi que vous êtes fait jouer un tour par la météo vous a forcé à le tenir à l'intérieur de l'aréna? Bien, c'est ça. Bien, l'année passée, on s'était fait avoir un peu par la météo aussi. Cette année, bien, il annonçait des gros vents. Fait qu'on n'a pas pris de chance. J'étais allée voir Tom à la ville, puis j'ai demandé si on pouvait faire la marche à l'intérieur. Il nous a dit oui tout de suite, là.
De toute façon, ça n'a pas arrêté les gens. Les gens sont au rendez-vous. Oui, bien c'est ça. On avait fait beaucoup de publicité aussi sur Facebook. Puis on a fait un direct aussi tantôt pour demander au monde de venir. Fait que le monde participe pas mal. C'est le fun pour ça. Là. C'est ça. Les gens sont touchés par cette cause-là pour le cancer. Puis ce qui est le fun, bien, la marche, que les gens sont qui ont une canne ou qui ont n'importe quoi, c'est un sport qui se pratique pour tous les gens. Fait que c'est le fun, puis c'est rassembleur. Comme on dit, sur le rond, il y a des bancs, fait que le monde peut s'asseoir quand ils sont fatigués, ou le monde qui sont, comme elle dit, une canne, tout ça, bien, ils peuvent se reposer, là. Donc, côté dons, quel montant vous avez amassé au total en date d'aujourd'hui? Oui, en date d'aujourd'hui, la Caisse populaire nous a donné 500. La Ville nous a donné 300. Les gens qui sont venus marcher aujourd'hui, on a ramassé 365,25. On a sur le site de la SIC, des gens nous ont fait des dons directement sur Internet pour 705 $. Daniel a fait une toile. On a vendu des billets. On a vendu pour 2673 $ pour des billets pour la toile. Puis on a tout sollicité notre entourage, des commanditaires autour. On en a pour 3810,20 pour un grand total de 8553,45. Ouais! Un beau montant à amasser, surtout que, comme vous me l'aviez déjà dit, vous avez dépassé ce que vous avez ramassé l'an passé. Oui, c'est ça, parce qu'on s'était dit cette année que ça aurait été dur de dépasser le montant, parce que l'année passée, on avait ramassé 5 400. Mais c'est sûr que cette année, bien, il y a Nicole qui s'est rajouté à nous autres. Il y a du monde qui travaille dans l'ombre, qui nous ramasse des dons, mais on ne le voit pas nécessairement, là. Fait qu'il y a 4 personnes qui nous ont aidés, qui ont ramassé des dons pour nous autres. Des remerciements que vous aimeriez faire? Bien, nous tenons à remercier toute la population, les gens qui sont venus marcher aujourd'hui, tous ceux, les donateurs, les commanditaires, IGA qui nous a permis d'aller vendre des billets là, l'Âge d'or, la radio FM, toi. Toi, vous pensez pas à d'autres personnes, c'est ça? Daniel, toi, pour la toile. Ah. Oui, c'est ça, la C'est ça, on voulait remercier tous les donateurs pour notre marche pour la SEC qui a lieu aujourd'hui. On a la Caisse populaire de Grande-Rivière, on a la Ville de Grande-Rivière, on a l'honorable Diane Leboutillier, députée Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Concept Métal Plus, Restaurant La Mauritière, Dépanneur Caroline, Poisson Salé Gaspésien, 90 38 11 46 Québec Incorporé, Automobile Mauger, Dépanneur Marie-Soleil, Bergo Jocelyn Bérubé, Cantine du Quai, les pièces d'auto Baudry, Pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, puis 90 37 98 68 Québec Incorporé, Homard Illimité. Fait que, bien, merci tout le monde. Puis, on va recevoir d'autres dons là, cette semaine. Fait que le grand total va apparaître d'ici 2 semaines là, sur notre site Internet. Fait que merci tout le monde. Peut-être avant de terminer, peut-être me décrire un peu la toile que vous avez faite, en quoi vous l'avez faite et... Bien, c'est une toile en faux vitrail. Puis, je trouve que ça représente beaucoup la Gaspésie. Tu sais, les bateaux... ça fait que le monde, tu sais, je voulais faire de quoi pour notre secteur à nous autres. Là. D'ailleurs, son gagnant, c'est Carole Moreau. Oui, c'est ça. Carole a gagné. Donc, merci beaucoup à vous 5. Merci. Et à l'an prochain. Tout au long du mois d'octobre, le service d'aide aux personnes handicapées sollicitera le soutien des entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. On écoute Marc Baudouin de la TVC Matapédia. Comme chaque année, la ressource d'aide aux personnes handicapées sollicite votre aide pour poursuivre sa mission. Et pour nous entretenir sur ce qui s'en vient, je reçois Thérèse Sirois, qui est la directrice générale, et Carole Pitt, qui est la présidente de l'organisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de la cause des personnes qui ont des handicaps, soit physiques ou intellectuels, qui est vraiment important
qu'on ne les oublie pas et qu'on Oui. pense à eux. Exactement. Et puis, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a encore des belles choses qui s'en viennent, justement, pour ramasser de l'argent. Oui. On peut peut-être commencer avec la campagne d'automne. On arrive à l'automne, donc, c'est... On est dedans. On est en plein dedans. C'est ça, cette campagne-là va partir là, prochainement, début octobre, plutôt, je devrais dire. Le 6 octobre jusqu'au début novembre, c'est durant 4 semaines. Cette année, ce sera vraiment plus les entreprises qui seront sollicitées. Avant, on la faisait plus large au public, mais on va comme garder le plus large public pour le Téléradioton qui est en janvier. Là, on cible vraiment au niveau des entrepreneurs, des entreprises, des clubs sociaux, des gens qui nous soutiennent. Puis c'est suite à une recommandation de leur part aussi par rapport à leur budget et tout ça. Là. Fait que la campagne d'automne va vraiment s'adresser là, aux entreprises avec un jeune homme là, qui va être notre tête d'affiche pour l'occasion, le Sean, un jeune homme de 8 ans. OK. Ça va être le porte-parole? Oui, ça va être notre porte-parole. C'est une personne qui a un handicap? Oui, c'est une personne, un jeune homme qui vit avec des limitations, puis qui va devenir notre super-héros de campagne. Et comment ça va se dérouler, cette campagne-là? Bien, en fait, les entreprises vont être sollicitées par courrier, envoi postal, donc pour nous soutenir. Puis sur les différents médias sociaux et tout ça, là, les gens seront sollicités. Puis bien sûr, bien, comme tout bon quêteur que nous sommes, on va téléphoner aux gens, on va les solliciter, là, oui, pour qu'ils nous donnent un coup de main. Là, vous mentionnez qu'avant, c'était ouvert à tous, c'était juste aux entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de réduire, justement, la clientèle? C'est vraiment une demande, là, une recommandation des entreprises. Pour eux, au niveau budgétaire, c'était plus facile d'être plus tôt dans leur année que d'arriver en janvier dans le cadre du Téléradioton, où là, on faisait encore là, une relance. Donc, c'était plus difficile de s'inscrire parce qu'eux étaient vraiment dans leur fin d'année. Donc là, en ciblant vraiment à l'automne, puis tous nos donateurs, aussi pour nos donateurs qui donnaient à l'automne, on est arrivé au Téléradioton, fait que des fois, il y avait l'impression d'être doublement sollicité. Donc là, pour Monsieur, Madame, tout le monde, ça va vraiment être dans le cadre du Téléradioton. Donc, eux vont avoir là, leur envoi plus tard en année et, pour le Téléradioton. Et là, pour les automnes, cette année et à venir, ça va être les entreprises. Donc, pour revenir justement à la campagne d'automne, c'est quoi votre objectif? On a un objectif de 20 000 pour cette campagne-là. Comme je le disais, on l'expliquait un peu, là, c'est une ancienne campagne, mais avec du nouveau à travers. Fait que notre objectif est de 20 000 Et là, on en a déjà parlé du Téléradioton, ça c'est plus connu parce que nous, dans les télévisions communautaires, on le diffuse, le spectacle. Donc, c'est de retour en 2025. C'est au mois de janvier que ça se passe. Oui. Alors, comment ça se présente là, pour la prochaine édition? En fait, ce sera notre 28e édition déjà. Quand même, bravo! Fait que comme depuis plusieurs années, là, il y aura le spectacle, la captation du spectacle qui va se faire à la salle des Jardins TELUS le 18 janvier prochain. On est déjà à travailler très, très fort à ce niveau-là. Et la diffusion sur toutes les télécommunautaires là, collaboratrices comme vous autres. Le 26 janvier suivant, là, le dimanche d'après, ce sera la diffusion. Fait qu'à ce moment-là, bien, tout le monde y aura accès. On peut-tu avoir des scoops? Je vais laisser la présidente. Je vais laisser la présidente vous faire un scoop. On a soudoyé notre directeur encore cette année, là, qui est Nelson avec nous, là, qui montre vraiment le spectacle à tous les ans aussi tout le temps. Et on ne pourra jamais battre ce qu'on a vécu cette année-là. Mais toutes les fois, il nous arrive toujours avec un show qui est vraiment là, extraordinaire. Donc là, cette année, on a Dans le Shed, qui est un groupe là, de la Gaspésie. Donc, qui va être avec nous. C'est le scoop qu'on a là pour l'instant. Qu'on a le droit de vous dire. OK. Les autres sont pas autorisés. Faut attendre, là. Même si je vous chatouille, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Nelson ne sera pas content après nous. Mais on peut vous dire que, comme d'habitude, ça va vraiment être, encore une fois, des belles personnes. Il va y avoir des belles surprises qui s'en viennent. On commence là, nos rencontres de production et tout ça. Fait qu'on est bien confiants. On va espérer cette année que Dame Nature va collaborer. Parce qu'on sait que l'année dernière, tempête de neige a peut-être empêché plusieurs personnes de se rendre ou d'y aller. Oui, tout à fait. Et ça va être quoi l'objectif cette année pour le Téléradioton? En fait, l'objectif annuel de la ressource, c'est 300 000 qu'on va chercher dans le grand public à travers nos différentes campagnes là, tout au long de l'année. C'est vraiment ce qu'on a besoin pour réussir à continuer à donner les services à nos membres. Et puis là, on parle de tout l'argent que vous ramassez, mais comment elle est utilisée? Parce que, oui, la ressource est connue, mais des fois, ça peut être
les gens peut-être savent moins comment est utilisé justement l'argent et comment vous procédez justement pour aider les personnes handicapées. Oui. Bien, il y a une partie là, quand même importante là, de ce qu'on amasse. Puis c'est bien de le préciser aussi. L'argent qu'on amasse dans le cadre de nos campagnes de financement sert vraiment à être capable de répondre aux besoins de nos membres. Et ça, à travers nos différents programmes. On a entre autres au niveau de l'achat d'équipements spécialisés. Donc, nous, on arrive vraiment en bout de piste quand les programmes qui sont déjà existants ne suffisent pas, soit pour l'achat ou l'adaptation d'un domicile pour une personne. Bien, nous, on vient, avec les moyens qu'on a, d'être capable de pallier puis de pouvoir aider. Donc, ce volet-là est quand même important. On a aussi le répit du dépannage. Pour le Bas-Saint-Laurent, ce qui est en place, c'est le répit Baluchon qu'on a mis en place au cours des 3 dernières années, qu'on souhaite agrandir, pas agrandir, mais mettre en place, étendre sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça, c'est un projet qui est là et c'est quelque chose qui répond à un besoin. Là. Vous avez quand même un grand territoire. Il faut préciser que vous avez le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Tout à fait. C'est très grand. Oui, oui, mais vous avez aidé beaucoup de monde parce que combien de gens que vous pouvez aider dans une année? Bien, dans une année, là, je vous dirais que c'est très souvent au-delà. Puis si on parle de tous les services qu'on offre, parce que là, Carole en a nommé quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup de services qui se rattachent à notre organisme, ne serait-ce que pour de l'information à donner aux gens, de la défense de droits et tout ça. Fait que donc, c'est très large. Bon an, mal an, là, je vous dirais que c'est comme aux alentours de entre 1000, il y a des années, même jusqu'à 3000 demandes d'aide qu'on a reçues durant l'année pour que les gens avaient des besoins différents les uns des autres, c'est bien sûr. C'est un bel argument pour convaincre les gens de donner. Bien, merci. Quand c'est le monde que vous aidez, je pense que ça vaut la peine de le préciser. Thérèse Sirois, Carole Pitt, merci beaucoup. Merci de venir nous voir. C'est un plaisir de nous recevoir à chaque fois. C'est toujours le fun. Et puis, on vous souhaite bon succès avec votre campagne d'automne et le Téléradioton. Merci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités de la ressource d'aide aux personnes handicapées ou pour faire un don, vous pouvez consulter le site Internet laressource.tv et la page Facebook La Ressource. À Baie-Saint-Paul, l'Université Laval a créé il y a 4 ans un jardin de communauté inspiré de l'œuvre des Petites franciscaines de Marie. Mathieu Larivière de TVCO nous présente le chemin parcouru et les développements à venir de ce jardin particulier. Tout d'abord, merci Simon d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au potager. Explique-nous en quoi consiste le projet ici. Bien, le potager, dans le fond, c'est un jardin d'utilité sociale. C'est un projet au départ qui a été développé par l'Université Laval qui voulait développer un laboratoire vivant sur l'héritage social des Petites franciscaines de Marie. Puis ils avaient eu comme idée de créer un jardin qui serait un peu l'actualisation de ce que les Petites franciscaines faisaient à l'époque en termes de réinsertion sociale puis de valorisation personnelle des personnes qui avaient, par exemple, des déficiences avec le travail au champ puis le travail de la terre. Donc, de nos jours, l'héritage un petit peu de ces pratiques-là, ça se traduit comment au 21e siècle? Bien, il y a des enjeux de sécurité alimentaire, il y a des enjeux d'éducation à l'environnement, de santé, de mixité sociale. Et toutes ces questions-là ont été un petit peu la base de la réflexion pour créer ce jardin-là. Donc, c'est ça, c'est un jardin de communauté, comme j'aime le dire, là, qui sert à différents projets au sein de la communauté qui sont en lien avec la sécurité alimentaire, avec des activités, par exemple, d'accompagnement thérapeutique, de professionnels du CIUS qui viennent avec des patients, que ce soit en ergothérapie ou en santé mentale. Il y a des projets éducatifs avec des enfants, il y a des projets interculturels, de jardinage solidaire.
L'ensemble de la production sert à supporter les paniers d'aide alimentaire du Centre communautaire Pro-Santé. Donc, c'est ça, toute cette dynamique-là fait en sorte que le jardin est très dynamique et vivant. Et puis, ça devient par l'effet même un lieu de rencontre qui est intéressant. Donc, tout le côté justement de maillage interculturel, intergénérationnel, ça vit grâce à toutes les activités qui se déroulent au potager. C'est quoi l'entente que vous avez déjà avec le potager derrière Maison-Mère? Bien, dans le fond, le potager, c'est vraiment eux qui l'ont offert là, quand ils se sont partis la première année. T'sais, ils ont dit, toutes nos récoltes, ce qu'on aimerait, c'est vous les redonner. Donc, dans le fond, eux, ils récoltent ce qu'ils ont à récolter et ils viennent nous porter à chaque semaine, là, dès que les premières récoltes sont prêtes, là, dès que les premiers légumes sont prêts, pour qu'on puisse distribuer là, directement à notre clientèle là, qui vit une situation de vulnérabilité. Année après année, il y a des morceaux qui se sont rajoutés. Puis là, bien, maintenant, après la quatrième année, le jardin a plus que doublé de superficie. Donc, ça commence à être un lieu qui commence vraiment à faire partie du cœur des gens. Puis il y a de plus en plus de citoyens qui commencent à se l'approprier. Qu'est-ce que vous produisez concrètement ici? On produit, dans le fond, essentiellement des légumes, des fines herbes, des plantes alimentaires. Il y a aussi beaucoup de fleurs parce que la beauté, ça fait partie un peu de l'expérience aussi de fréquenter le jardin. Mais on produit toutes sortes de légumes, des légumes parfois qui sont un peu dispendieux puis que les clientèles plus vulnérables, ils vont moins se permettre. Des légumes qui sont faciles à cuisiner, que les gens connaissent, mais aussi des légumes qui sont un peu moins connus parce que s'ouvrir justement sur la diversité, c'est d'une certaine manière de la sécurité alimentaire en ouvrant ses horizons puis en développant les capacités de cuisiner différents types d'aliments de différentes manières. Donc, on a quand même une assez grande variété de produits dans le potager. Donc, le potager, quand il vient vous livrer, c'est majoritairement des légumes et des fruits qui sont frais. Oui. Oui, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, là, on fait la distribution actuellement puis ils viennent de venir nous les porter, donc ils sont vraiment frais. Puis c'est le fun parce qu'il y a une très grande diversité selon la saison aussi. Là, on le sait qu'en juillet, c'est pas les mêmes légumes qui vont être prêts qu'à ce temps-ci en septembre. Là. Et là, au cours des prochains mois, est-ce que vous avez des potentiels développements à venir? C'est un site qui a énormément de potentiel. J'ai une vision quand même de développement pour pouvoir amener le jardin ailleurs, pour pouvoir le développer encore plus, puis développer encore plus de liens dans la communauté. Oui. Cela dit, il faut toujours que ce soit fait en concertation avec le propriétaire du terrain qui est la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a quand même des projections de développement, puis on est en discussion autant avec Maison-Mère, qui est notre premier partenaire, qui est le lieu où on est enraciné, qu'avec la ville de Baie-Saint-Paul ou avec la MRC de Charlevoix. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se mettre en place pour développer le potager encore plus. Est-ce que vous êtes en train de vous enregistrer comme organisme officiel? On n'est pas en train de s'enregistrer comme organisme officiel. C'est une discussion qu'on a depuis plusieurs années, à savoir le potager comme projet pilote développé par l'Université Laval
quel sera son avenir, quelle sera la forme juridique qui va permettre à ce projet-là de pouvoir continuer à exister. Donc, comment pérenniser le potager, c'est une grande question. Est-ce qu'on crée un nouvel organisme? Est-ce qu'on se joint à un organisme existant? Est-ce que le projet est pris en charge par la municipalité de Baie-Saint-Paul? Oui. Toutes ces questions-là ont été débattues, ont été sous-pesées et on arrive en ce moment à un consensus sur le fait que le potager, la meilleure avenue possible, ce serait qu'il se joigne à un organisme existant. Et il y a des discussions qui sont en cours pour aller en ce sens-là. Oui. Donc, c'est très positif parce que ce que ça signifie, c'est que le projet va vraiment être en train de s'implanter pour durer à Baie-Saint-Paul. Donc, dépendamment de comment est-ce que tout ça va s'articuler avec les partenaires, en concertation, avec une vision qui est partagée par l'ensemble des partenaires, je pense qu'il y a quand même un très bel avenir pour ce jardin-là, puis vous allez le voir refleurir et s'agrandir année après année si la volonté de voir ce lieu-là se développer ainsi est là. Si le projet se développe au fil des prochaines années, est-ce que c'est un souhait que vous avez d'acquérir une plus grande main-d'œuvre, si on peut dire? Il y a plusieurs avenues possibles. Il y a déjà des bénévoles qui viennent donner un coup de main de temps en temps. Il y a des personnes âgées, il y a des nouveaux arrivants qui auraient envie, même des citoyens de Baie-Saint-Paul qui auraient envie peut-être de participer puis de mettre la main à la terre pour construire le projet. Donc, on a quand même dans la vision des choses de pouvoir démocratiser l'accès au potager. C'est sûr qu'à un moment donné, pour ce qui est du travail d'entretenir un grand espace comme ici, c'est sûr qu'il va y avoir un moment donné où il faudra avoir plus de personnes qui travaillent au sein du projet. Mais il y a des discussions intéressantes pour peut-être justement faire de la formation de main-d'œuvre avec les activités du potager. Donc, c'est un enjeu. Hein? La main-d'œuvre agricole, ça frappe de plein fouet plusieurs producteurs. Donc, si nous, on est capable de monter des projets de nature sociale, de réinsertion au marché du travail par le maraîchage ou l'agriculture, puis qu'on est une base de travail pour éduquer ces gens-là, pour développer des nouveaux talents, bien, c'est peut-être une avenue intéressante qui serait envisagée. Donc, les pistes d'utilisation possibles du potager comme plateforme sont vraiment multiples. Super. Bien, en tout cas, on vous souhaite un bon succès, puis je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci d'être passé, puis vous reviendrez. Le bioparc de Bonaventure vous invite à profiter de l'automne pour rendre visite à ses loutres, à ses fourmis à tas et aux nombreux autres animaux présents dans le parc. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Les visiteurs du bioparc peuvent de nouveau observer les loutres. Oui, donc ce printemps, on a reçu un couple de loutres, Andy et Regan, qui ont été quelque temps au service animalier, le temps de s'habituer, le temps de voir comment qu'elle allait. Puis depuis le début de l'été, les gens peuvent les voir ici dans l'habitat. C'est certain qu'elles sont encore en mode adaptation, donc c'est pas systématique qu'on va les voir si on vient les voir dans l'habitat, mais en étant patient, à l'occasion, elles sortent, elles viennent nous voir. Puis là, avec les températures un peu plus fraîches de l'automne, avec les entraînements qu'on a eus cet été, bien, elles sont un peu plus habituées et c'est l'automne qu'on a le plus de chances de les voir. Vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle espèce aussi, si vous pouvez m'en dire plus? Oui, dans l'insectarium, depuis ce printemps aussi, on a accueilli une colonie de fourmis atta. Donc, c'est des fourmis des fourmis coupe-feuilles, donc, qui vont découper avec leur mandibule des morceaux de feuilles, ramener ça à la colonie pour élever du champignon duquel elles se nourrissent. Donc, les gens peuvent venir les voir travailler incessamment comme ça toute la journée à découper et transporter des feuilles.
Si on parlait un peu de vos activités de fin de saison au Bioparc? Oui, donc on a plusieurs activités là avant qu'on ferme. On va avoir le samedi 28 septembre un safari photo. Donc les gens vont pouvoir faire une visite VIP tôt le matin à partir de 7 heures. Donc un beau 2 heures avant qu'on ouvre, profiter du beau soleil, de la tranquillité surtout du matin pour pouvoir prendre des clichés de nos animaux. Et l'activité se termine avec un petit déjeuner à notre abri des loups. Donc avec des grandes fenêtres qui donnent directement dans l'abri des loups. On a vraiment une vue magnifique sur leur habitat. Ensuite, on va avoir notre dernier dimanche gratuit de l'été qui va être le 6 octobre et on va avoir une journée thématique le 12, donc le samedi, juste avant qu'on ferme, une activité sur le garde-manger forestier. Donc, on va avoir les agents de protection de la faune qui vont être ici, ainsi que l'association forestière, puis on va parler de tout ce qui se mange dans la forêt, donc aussi bien le gibier que tous les petits fruits, les plantes et tout ça. Et on finit notre saison le 14 octobre, donc dernière journée pour l'Action de grâce. On ferme cette journée-là pour la saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au Bioparc par la suite. Bien, c'est ça, les employés, ils continuent à travailler, je pense, hein? Effectivement, donc on est là près d'une quinzaine qui gardent leur poste pour toute l'année. Durant l'hiver, bien sûr, il y a ceux qui s'occupent des animaux qui doivent continuer à travailler tous les jours. Et au niveau de l'éducation, on va préparer déjà la prochaine saison, mais on a aussi l'occasion d'accueillir des groupes ici quand même si on est fermé grand public. On se déplace aussi dans les écoles pour animer des activités de toutes sortes, autant en primaire, au secondaire, même dans d'autres groupes, là, des bibliothèques, des choses comme ça. Donc, on est vraiment là, bien actif tout au long de la saison. Bien, justement, parlez-moi donc un peu du programme La culture à l'école. Ça, c'est un programme, en fait, qui permet aux écoles d'avoir des subventions pour nous accueillir. Ça leur permet d'aller chercher des sous pour faciliter notre déplacement ou encore leur déplacement vers ici, le Bioparc. Donc, les écoles peuvent faire des demandes directement au programme. Puis nous, comme on en fait partie, ça facilite comme ça là, les activités pour les écoles. Mais pendant la saison d'automne et d'hiver, est-ce qu'on peut quand même organiser des fêtes pour les enfants? Oui, effectivement. Donc, les fêtes d'enfants qu'on organise aussi durant l'été sont possibles toute l'année. C'est sûr que les dates et le fonctionnement est un peu différent justement parce qu'on est fermé grand public. Mais c'est possible effectivement de venir fêter votre enfant ici au Bioparc. Donc, animation, tour du site, gâteau et espace aussi que les parents n'ont pas besoin de gérer. Donc, une belle activité à faire au Bioparc. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie, et une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Le journaliste Louis-Éric Masse de C'est sur la télé vous invite à rencontrer un gars de Rivière-Baudette, le rappeur Pusha Wood, qui aborde dans ses textes le thème de la maladie mentale. Le rappeur de la région Pusha Wood sortira son 4e album nommé Spectrum le 5 août 2024. Pour l'occasion, l'équipe de C'est sur la télé s'est déplacée à son domicile de Rivière-Baudette avant qu'il ne parte en tournée à travers le Québec. C'est qui Pusha Wood? Pusha Wood, c'est moi. Je suis un rappeur qui vient originalement de Verdun, puis après ça, j'ai déménagé dans le coin de Vaudreuil-Dorion, puis c'est là que j'ai commencé à faire du rap, puis mon nom, Pusha Wood, il est venu de mon premier groupe, dans le fond, qui s'appelait Forest Freaks. Dans le fond, on a commencé parce qu'on était une petite gang de bums qui se tenaient ensemble, puis le rap, c'était ça dans le temps. C'était mal vu au début, là. Très mal vu, mais on a commencé à faire comme des freestyles dans le parc, plein d'enfants de même. Puis mon inspiration est plus venue d'un centre d'accueil. Moi, je fais du rap qui est quand même agressif. Puis qui parle beaucoup aussi, comme le dernier CD, il parle beaucoup de la maladie mentale, parce que je souffre de schizophrénie. Fait que j'en parle beaucoup dans les derniers projets. Fait que mon style, c'est vraiment hardcore là, quand même. Au niveau de la production, au niveau des textes, les collaborations qu'il y a sur le CD aussi qui sont quand même bons. T'sais, on a Sans Pression, on a Le Chum. C'est un gros CD, là. Ouais. Avec un gros clip aussi qui va sortir en même temps. Fait que, d'après moi, ça va être mon moment le mieux.
Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt.